Accrocher toujours à la raison pour comprendre le réel. Alors, c'est un des immenses paradoxes de cette affaire, c'est que quelqu'un comme moi, je vais être accusé de quoi? D'être au fond un simplificateur, un conspirationniste, c'est-à-dire quelqu'un qui réduirait la réalité du monde à quelque chose de simpliste. Or, c'est exactement le contraire. Ce qui est simpliste, c'est la version officielle. C'est le fait que le monde se réduirait entre le bien et le mal et que le méchant serait immédiatement l'islamiste qui aurait été capable de tout organiser, etc. C'est entre parenthèses une magnifique théorie du complot, très simpliste, très binaire. Bon. Nous, que disons-nous? Nous cherchons à comprendre. Nous voyons d'emblée que les choses sont complexes, qu'il y a de véritables instigateurs de ces attentats, et puis il y a des exécutants. On est déjà dans la complexité, parce que l'instigateur n'est pas l'exécutant. Là, on ne peut pas nous faire le procès de la simplification. C'est déjà une complexité qu'il faut percer et qu'il faut être capable d'expliquer de manière crédible, plausible. Et puis ensuite, et c'est la thèse que je défends, que défend Peter Scottdale, sur lequel j'insiste sur la qualité de ses travaux, la thèse de l'état profond. Moi je crois que le 11 septembre, c'est l'expression ultime, qui est peut-être d'ailleurs pas l'expression ultime, mais en tout cas une expression exacerbée de l'état profond américain qui s'est développé pendant des décennies. Il n'est pas né une semaine avant le 11 septembre, qui s'est développé pendant des décennies à l'intérieur de l'État officiel américain. Un État profond, c'est un réseau d'hommes qui s'est constitué, d'hommes qui appartiennent chacun à l'État officiel, qui tiennent des fonctions à la CIA, au FBI, au Pentagone, dans de grandes sociétés militaires privées, dans l'armée américaine, qui tiennent des positions plus ou moins importantes, et ça dépendra de l'action qu'ils mèneront. Et cet État profond, qui est pénétré d'une conviction radicale, c'est-à-dire qu'il faut avoir une action révolutionnaire occulte pour empêcher que les États-Unis perdent leur rang de numéro 1 mondial, et qu'ils sont prêts pour cela à sacrifier, au nom entre guillemets du bien commun américain, à sacrifier des milliers de citoyens américains et à inverser le cours de l'histoire par la politique du coup de théâtre. Le coup de théâtre qui tétanise véritablement les opinions publiques, qui les empêche de penser, et c'est pour ça qu'on ne fait pas sauter 4 avions au-dessus de l'Atlantique, il n'y aurait pas d'images. On fait en sorte qu'il y ait des images, beaucoup d'images qui seront impressionnantes, qui neutraliseront, j'insiste sur cette dimension quasiment hollywoodienne dans l'efficacité de l'acte terroriste. Voilà, je crois que c'est un état profond, c'est l'exercice de cet état profond. Et arriver à démêler tout ça, c'est véritablement être dans la complexité et la nuance. C'est le contraire de la caricature qu'on fait d'un conspirationniste qui serait univoque. Je crois que personne de sérieux à Reopen 9/11 prétend qu'il s'agit d'un énorme complot juif mondial ou d'un énorme complot maçonnique mondial. On n'est pas du tout là-dedans. On est en train de parler d'une organisation qu'on pourrait qualifier de mafieuse, encore qu'elle a des aspects idéologiques et pas uniquement économiques. On est en train de parler d'une organisation humaine, d'une aberration humaine, au sens organisationnel, au sens institutionnel, qui s'est développée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment cette organisation, comment cette aberration s'est levée dans le système officiel américain. Absolument. La première chose, c'est que ce ne sont pas les Américains, mais bien sûr des Américains ou dans le gouvernement ce que j'appelle l'état profond, qu'il faut arriver à définir. Mais on voit déjà l'esquisse que j'ai donnée et la manière dont ça fonctionnerait. Là, vous touchez à la question essentielle du pourquoi. Pourquoi ces gens font tout ça? Et bien là, pour le coup, je dirais que c'est la réponse géopolitique, c'est que s'ils ne font pas ça, s'ils ne faisaient pas ça, l'Amérique, très mécaniquement, sortirait, non pas de l'histoire parce qu'elle resterait un acteur important, mais perdrait son rôle de numéro 1 mondial. Or l'Amérique, elle a été, en quelque sorte, si on revient à ses sources idéologiques, à ses fondations religieuses ou idéologiques en tout genre, elle a été en quelque sorte programmée par les pères fondateurs pour changer le monde, pour transformer le monde à son image. Quand vous discutez avec n'importe quel homme politique américain, qu'il soit démocrate ou républicain, que vous dit-il? Il dit
Le rôle de l'Amérique, son destin, c'est de transformer le monde à son image. Et ils sont convaincus de cette affaire. Si en plus, ça optimise nos intérêts économiques, c'est une sorte d'attestation divine que nous sommes les élus. Il y a de l'élection dans tout ça, au sens religieux, il y a de l'élection. Donc l'attestation divine, l'attestation par la réussite matérielle de la grâce divine. Alors, la question que vous posez, c'est pourquoi? Bien parce que l'Amérique perd son rang de numéro 1, la Chine monte, la multipolarité s'installe, et donc si rien ne se passe, eh bien inéluctablement les États-Unis seront dépassés et ce sera la fin de la mondialisation américaine. Et c'est en train de se passer, c'est-à-dire qu'un monde multipolaire est en train de naître. Ce que je crois, c'est qu'il y a des gens qui aux États-Unis se sont organisés pour que ça ne se passe pas comme ça, pour que la multipolarité ne puisse pas voir le jour, pour que l'empire idéologique, économique, médiatique, le soft power, etc., puisse continuer à exercer sa domination sur les peuples et à empêcher par exemple les Européens de reprendre en main leur destin, à empêcher les Chinois, les Russes, les Indiens d'exister de manière souveraine et d'avoir aussi quelque chose à dire en termes de modèle de civilisation et de culture, pour que nous ne soyons pas dans l'uniformité culturelle, pour que la mondialisation ne soit pas une uniformisation, une westernisation, comme diraient certains historiens anglo-saxons. Sans être simpliste, parce que c'est précisément, nous cherchons la nuance et la multiplicité des causes, mais il y a une manière de fonctionner américaine, du gouvernement américain, qui est assez simple, que ce soit vis-à-vis des États ou des dissidents, des individus, des personnes dissidentes par rapport à l'Empire. Les États, les régimes qui entravent la route de la domination américaine sont caricaturés, discrédités. Ce sont les rockstead, les États voyous. On va jusqu'à les bombarder au nom des droits de l'homme, etc. On mobilise les appareils transnationaux que sont l'Organisation des Nations Unies, etc., le droit international, pour pulvériser ces États, pour les éliminer de la route des États-Unis. Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, toujours au nom des bons principes, etc. Et puis les personnes qui, comme nous, avons une voix dissidente, refusons d'avaler comme des couleuvres les analyses toutes faites, eh bien on va essayer aussi de nous décrédibiliser. Comme on va décrédibiliser des dictateurs qui sont effectivement des dictateurs, mais on va faire en sorte que ces dictateurs ne soient pas seulement des dictateurs, ils soient vraiment de nouveaux Adolf Hitler. Comme ça c'est simple, et de Saddam Hussein jusqu'à Kadhafi, enfin ce sont tous des Hitler. Et de toute façon, si on voulait faire l'inventaire des situations du monde, on est dans un deux poids deux mesures absolument hallucinant. Je vais vous donner un exemple très précis. On parle peu de Madagascar. Il y a un jeune chef d'État qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État populaire, soulèvement populaire, qui est plutôt globalement bien ennemi, mais qui n'arrive pas à mettre en œuvre ses projets de développement aujourd'hui, parce qu'on lui dit, mais monsieur, vous n'êtes pas arrivé par des élections que nous aurions organisées avec l'Union européenne, je ne sais quelle institution internationale, donc ça n'est pas bien, donc vous ne pouvez rien faire. Vous n'aurez pas les signatures, on ne débloquera pas les fonds d'aide au développement, etc. En même temps, les rebelles de l'Est de la Libye, qui sont dans une logique de coup d'État, contre une dictature, nous sommes bien d'accord, mais c'est plus compliqué que un peuple contre son dictateur, puisqu'il ne s'agit pas d'un État-nation, il s'agit d'un État multitribal avec une opposition Est-Ouest, etc. On sait tout ça. Et bien là pour le coup, c'est très bien qu'il y ait un coup d'État, que l'OTAN fasse une guerre pour installer les rebelles, etc. Donc il faut dire les choses, on se moque en permanence du monde parce qu'on est en permanence dans la contradiction intellectuelle, théorique, juridique, etc. On ne se rend pas compte à quel point c'est juste un jeu homothétique en fait entre la dimension de l'État et la dimension de l'individu. C'est le même mécanisme de décrédibilisation. Noriega était un dictateur, mais quand les Américains ont dévissé Noriega, ils ont trouvé chez lui Mein Kampf, des détenus sadomasochistes, enfin bon, il avait à peu près toute la palette. Et le dissident, demain on va le discréditer en lui injectant d'ailleurs au passage des images pédophiles sur son ordinateur, et puis on fera en sorte de dire c'est un horrible pédophile. Donc, et malheureusement,
malheureusement, ça marche. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent mais vous voyez, il avait tort parce que c'était forcément un illuminé. En plus, il avait des pratiques sexuelles déviantes. Il était bon. Donc voilà, les mécanismes aujourd'hui politiques de la domination de l'Empire, c'est la décrédibilisation de l'adversaire en tant qu'État et en tant que dissident politique individuel. La puissance publique mène la guerre dans le cas français et donc les Français ont du mal à se rendre compte de l'importance des sociétés militaires privées dans le monde anglo-saxon. En fait, au début de la guerre des Balkans, les sociétés militaires privées anglo-saxonnes, c'était quelques millions de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, après la guerre des Balkans, après l'Irak, après l'Afghanistan, c'est plusieurs milliards de dollars pour les plus grosses. Elles ont été filialisées par Raytheon, Boeing, les grands groupes du conglomérat, du complexe industriel militaire américain. Donc c'est une véritable, c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur la scène économique et ce complexe, eh bien, il vit maintenant sur la guerre. Il a besoin que les contrats soient renouvelés. Je vais donner un exemple précis. Bon, l'Irak, la puissance publique en quelque sorte, le visage public de la guerre s'est retiré, grosso modo. Il a été remplacé par 140, 150 000 contractors, entre guillemets, des gens qui sont en contrat avec le secteur de la défense, civils sous contrat défense, mais qui sont soit des mercenaires explicitement, soit des gens qui font les interrogatoires, par exemple à Abu Ghraib, puisque c'était pas l'armée, c'était un groupe privé, etc. Et ces gens, finalement, pour que les budgets soient renouvelés, il faut que l'Irak continue à rester dans une logique de guerre de basse intensité. Il ne faut pas que ce soit de la trop grosse intensité parce que à ce moment-là, on ne peut pas exploiter le pétrole, ça ne fonctionne pas. Mais il faut que régulièrement le feu soit entretenu. Donc on rentre dans des logiques très graves qui sont les logiques de pompiers et pyromanes. Pompiers et pyromanes en Afghanistan où des jeux troubles font qu'on va continuer, on va payer des talibans pour continuer à couper des convois, etc. Bon. Donc Et en moi, Irak aussi. en Irak aussi, Irak, Afghanistan, il y a cette logique. Et c'est très grave parce qu'en fait, il y a maintenant une déconnexion complète dans l'exercice de la guerre entre finalement le peuple qui contrôlait la puissance publique et qui décidait ou pas d'entrer en guerre et d'arrêter la guerre. Maintenant, il y a des gens qui ont, pour des intérêts privés, intérêt à continuer les guerres, à les maintenir dans des logiques de basse intensité et à affaiblir au passage tous ces États afin qu'ils ne soient plus souverains. Parce que tant qu'un État est dans la chienlit de la guerre de basse intensité, ce qui va se passer en Libye. Vous verrez qu'en Libye, on pourra exploiter le pétrole. Il y aura une nouvelle donne, une nouvelle distribution, mais il y aura, bien sûr, puisque comme en 2003, les dépôts d'armes ont été complètement pillés, il y aura une guerre de basse intensité permanente où les tribus feront chanter tel ou tel groupe, couperont les oléoducs pour obtenir de l'argent, etc. Et ça maintiendra, ça justifiera des budgets de sécurité privée importants. Voilà, c'est petit à petit un désordre organisé en quelque sorte qui s'installe partout. Tant que les gens auront décidé que